Bon, l'affaire Epstein, c'est un de ces sujets où on a l'impression d'avoir tout entendu et surtout son contraire. C'est le chaos, la confusion la plus totale. Alors ce qu'on va faire ici, c'est très simple. On va appuyer sur pause, on met de côté toutes les rumeurs, toutes les théories, pour se concentrer sur une seule chose, les faits. Les faits vérifiés, ceux qui sortent tout droit des documents officiels. C'est vraiment la seule façon d'y voir un peu plus clair. Voilà, c'est la question. Jeffrey Epstein, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Franchement, dans un dossier aussi médiatisé, c'est quasi impossible de s'y retrouver. Mais c'est exactement ce qu'on va tenter de faire. On va décortiquer ça étape par étape, en se basant que sur du concret, que sur des preuves solides. Et pour ça, notre guide, notre boussole si on veut, elle est simple. Ce sont les dossiers de la justice et le travail sérieux des journalistes d'investigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de théorie du complot, pas de on dit que, non, juste les faits. Rien que les faits, pour vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, on commence par le début. Avant que son nom ne devienne synonyme d'horreur, qui était Jeffrey Epstein? D'où venait-il? Et surtout, comment a-t-il réussi à se construire un tel pouvoir? Alors, sur le papier, Jeffrey Epstein, c'était un financier, un homme d'argent. Mais déjà, premier point, l'origine de son incroyable fortune, eh bien, c'est un grand mystère. Personne ne sait vraiment d'où elle vient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a utilisé cet argent pour se construire un réseau d'influence absolument phénoménal. On parle de qui? On parle de présidents, de grands patrons, de scientifiques célèbres, il était partout. Et bien sûr, il y avait les symboles de ce pouvoir, ses propriétés luxueuses et surtout sa fameuse île privée. Une île qui était la vitrine de sa puissance avant qu'on ne découvre qu'elle était en fait le théâtre de ses crimes. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on rentre dans le dur. Les crimes. De quoi parle-t-on concrètement? Qu'est-ce que la justice a pu prouver? Alors, le terme qu'on entend partout, c'est trafic sexuel de mineurs. C'est le chef d'accusation principal. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire légalement aux États-Unis. C'est l'acte de recruter, d'héberger ou de transporter une jeune fille de moins de 18 ans pour l'exploiter sexuellement. C'est vraiment ça, le crime qui est au centre de toute cette histoire. Et là, il y a un point absolument crucial que la justice a établi. Epstein n'était pas un loup solitaire. Pas du tout. On parle d'une véritable entreprise criminelle. Un système qui a tourné pendant des années, un système qui avait besoin de tout un réseau de complices pour fonctionner, et au cœur de ce réseau, il y avait une personne clé, Ghislaine Maxwell. Et ça, ce n'est pas une supposition. C'est un fait judiciaire. En 2021, Ghislaine Maxwell a été condamnée, reconnue coupable, entre autres, de trafic sexuel de mineurs. Son rôle, c'était la recruteuse en chef pour Epstein. Sa condamnation à 20 ans de prison, c'est la preuve formelle, irréfutable, que ce réseau a bien existé. Maintenant, on va aborder une des parties les plus compliquées et les plus scandaleuses de l'affaire, le fameux accord de 2008. Pour bien comprendre, il faut remonter le temps. On est en 2005. La police en Floride commence à enquêter sur lui. L'étau se resserre. Mais en 2007, en coulisses, ses avocats négocient un accord secret avec le procureur fédéral de l'époque, Alexander Acosta. Et en 2008, cet accord est signé. Le résultat est incroyable. Epstein plaide coupable pour des faits bien moins graves au niveau de l'État de Floride. Il fait à peine 13 mois de prison et en échange, il obtient une immunité totale au niveau fédéral. Pour lui, mais aussi pour tous ses complices potentiels. C'est cet accord qui a été un véritable scandale qui a paralysé la justice pendant plus de 10 ans. Et il a fallu attendre 2019 pour qu'un juge, le juge Kenneth Mara, mette un coup de pied dans la fourmilière. Sa décision est sans appel. Il dit que cet accord de non-poursuite a été secrètement négocié. Le mot-clé, c'est secrètement. Le juge a statué que, parce que c'était secret, ça violait les droits des victimes. C'est cette décision qui a tout changé et qui a permis de rouvrir une enquête fédérale. Ce qui nous amène à la dernière partie d'histoire, son arrestation finale, sa mort et tout ce qui s'est passé depuis. Et donc le 6 juillet 2019, coup de théâtre. Plus de 10 ans après son accord en or, Jeffrey Epstein est arrêté. Cette fois par le FBI. Et les accusations sont fédérales, elles viennent de New York. Et ça, c'est le détail qui tue. Son immunité de 2008, elle ne s'appliquait pas là. C'était la fin de la partie pour lui. Sauf qu'il n'y aura jamais de procès. À peine un mois après son arrestation, le 10 août, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule de prison. La cause officielle du décès, établie par le médecin légiste, c'est un suicide par pendaison. Ça, c'est le fait, c'est la conclusion officielle. Évidemment, on sait que cette conclusion a déclenché et déclenche encore d'énormes vagues de spéculation. Et ça nous amène à quelque chose de très récent, qui a fait énormément de bruit, la fameuse liste. Ces documents qui ont été déclassifiés. Tout le monde en parle, mais c'est quoi exactement?
Alors là, il faut être extrêmement précis pour ne pas tomber dans la désinformation. Premièrement, ce n'est pas une liste de clients, ce n'est pas non plus une liste de complices. Ces documents, en fait, ils viennent d'un vieux procès au civil de 2015 entre une victime, Virginia Giuffre, et Ghislaine Maxwell. Donc dans ces papiers, on trouve des noms, oui, mais ça peut être des noms de victimes, des noms d'employés d'Epstein, des associés, ou même juste des gens qui ont pris son avion un jour. Le contexte est absolument crucial. Être mentionné dans ces documents ne prouve strictement rien du tout en termes de culpabilité. On voit bien, avec l'exemple de cette liste, à quel point c'est facile de se perdre. Et c'est peut-être la leçon principale de tout ça. Dans une affaire aussi tentaculaire, la seule chose qui tienne vraiment la route, ce sont les faits. Les faits prouvés. C'est vraiment le seul outil qu'on a pour ne pas se noyer dans la confusion. Parce qu'au final, l'affaire Epstein, ce n'est pas juste l'histoire d'un monstre. C'est aussi l'histoire d'un système. Un système judiciaire, un système d'influence qui a échoué. Un système qui a permis à ces horreurs de durer pendant des décennies. Et donc la vraie question, celle qui reste en suspens bien après les gros titres, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus jamais? Comment s'assurer que la justice ne soit plus jamais bafouée à ce point?